Comment conjurer les menaces, ces comptes à rebours qui menacent la planète? Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, est mon invité. Bonjour Monsieur le ministre, on est ravis de vous accueillir. D'abord un mot sur Emmanuel Macron qui termine sa visite aux États-Unis. On a beaucoup parlé de cette sorte de diplomatie des hugs, c'est-à-dire de la poignée de main, des embrassades. Est-ce que ça peut jouer en faveur finalement des objectifs fixés par la France? On verra. On verra. C'est trop tôt pour savoir si Emmanuel Macron a atteint son objectif, qui était d'essayer de convaincre Trump de ne pas détruire l'accord sur le nucléaire iranien. On verra, c'est trop tôt pour le dire. Oui. Donc, quel que soit le résultat, j'entends beaucoup de gens qui portent des jugements tout à fait prématurés, avant même ou en cours de route. Quel que soit le résultat, il n'aura pas eu tort d'essayer. Et essayer en jouant la carte de l'amitié, d'une sorte de contact personnel avec le président américain, alors qu'à peu près personne au monde n'y arrive, pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra. Oui. On verra. Ça veut dire que tout de même, il annonce un nouvel accord, au fond. Et aujourd'hui, les Iraniens et les Russes sont furieux. Non, c'est autre chose. D'abord, il essaie de convaincre Trump de ne pas casser l'accord. Il rappelle l'importance de l'accord et il a été assez clair quand même dans plusieurs de ses déclarations sur beaucoup de sujets, sur le climat, sur l'Iran, sur les négociations commerciales, sur beaucoup de points. Après, il y a l'évocation d'un éventuel nouvel accord. Alors ça, je reconnais que c'est périlleux, c'est de la haute voltige, puisque les Iraniens ne peuvent pas, puisqu'ils ont été au bout de ce qu'ils pouvaient accepter. En tout cas, les Iraniens modernistes, ouverts à l'accord, faire avaler ça au système Pasdaran, qui ne veut pas de la réintégration de l'Iran dans le jeu international, sinon il serait totalement banalisé, éliminé. Donc ils sont très contre. Obama avait lutté contre eux. Obama avait lutté contre une sorte de parti de fous furieux à Washington qui voulait l'empêcher de faire l'accord. Alors le nouvel accord, ça peut avoir un intérêt de faire dire à Trump, je ne veux pas simplement détruire l'accord et puis c'est tout, point, je suis ouvert à quelque chose. Mais oui. En même temps, pour les Iraniens, ça veut dire des concessions en plus. Donc c'est compliqué. Oui, mais ça veut dire aussi gagner du temps, c'est peut-être le but. Peut-être que c'est le but, mais alors du coup, je suppose que dans la phase qui va suivre maintenant, les Français vont parler beaucoup avec les autres co-signataires. Ce n'est pas un accord mondial, hein, c'est un accord où il y a les membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Donc je suppose que la France va parler Grande-Bretagne, Allemagne, Chine, Russie pour savoir comment on se comporte après en fonction de la décision finale de Trump que nous ne connaissons pas encore. Donc tous les commentaires sur la visite elle-même sont trop rapides. Vous voyez. Oui, oui, alors je pensais à une chose, c'était François Hollande qui ironisait, s'amusait en disant finalement dans le couple Trump et Macron, c'est plutôt Macron qui est passif. Il disait ça sur le ton de l'humour. Oui, mais ça c'est disons, le talent d'humoriste de François Hollande, mais puisque nous parlions géopolitique, il faut attendre les résultats pour voir ce que ça donne. Et encore une fois, comme aucune autre approche du président américain ne fonctionne, l'immense majorité du monde qui est épouvantée par lui, par sa violence, sa vulgarité, son égoïsme brutal, aucun interlocuteur n'arrive à fonctionner tout à fait avec lui, en fait. Il y a très peu de pays contents. Il y a, on va dire, Israël, l'Arabie, peut-être un autre des Émirats assez content de la ligne Trump, mais c'est tout. Donc les autres sont là, comme ça, à endurer, à souffrir le mal sans rien faire. Le président français tente de faire quelque chose. Il va même au-delà, puisqu'il a dit qu'il était convaincu que les États-Unis reviendront un jour dans l'accord climat. Oui. Je pense qu'il a raison de dire ça. C'est vrai. Peut-être pas avec Trump, d'ailleurs. Donc voilà, ça mérite d'être tenté, et c'est trop tôt pour juger des résultats. Oui, et si Trump casse vraiment l'accord, il faudra s'organiser sur la suite. Vous voyez ? Oui, mais on peut dire, comme le fait Macron, à la fois, évidemment, on s'aime, la France et les États-Unis, c'est sa collade, et puis en même temps, aller critiquer la politique de Trump devant le Congrès américain. Oui, oui, bien sûr. Quand j'étais très jeune conseiller diplomatique de François Mitterrand, j'avais inventé une formule qui avait eu un certain succès à l'époque pour parler des relations France-États-Unis, qui est un problème éternel. J'avais dit on est amis, on est alliés, on n'est pas alignés. Amis, alliés, pas alignés. Bon, on le retrouve en permanence avec différents styles. Oui, c'est comme ça qu'il faut parler à Trump. Et comment il faudra-t-il parler parler à Trump, c'est encore un autre. Oui, mais comment faudra-t-il parler à Poutine? Puisque dans un mois, Emmanuel Macron va rencontrer Poutine, et ça, c'est il faut avoir envie de lire la série des voyages, pas que le voyage américain. Oui. Alors, en ce qui me concerne, je trouve ça tout à fait normal qu'il aille aux États-Unis et qu'il tente à la fois de parler à Trump, alors qu'aucun des autres n'y arrive, et en même temps de parler à l'opinion américaine, au-delà du Congrès, qui est la classe politique, trouver des mots par rapport aux étudiants, les jeunes. Bon, ça, c'est une opération en soi qui est justifiée pour que les idées françaises ou à l'européenne soient mieux entendues. En ce qui concerne la Russie, c'est un sujet différent. On est dans une sorte de situation de facto de guerre froide. Il n'y a même pas l'équivalent de ce qu'il y avait dans la deuxième partie de la guerre froide, c'est-à-dire des mécanismes de négociation et de sommet, et des accords de négociation pour réduire les armements, tout ce qui a été inventé par Kissinger et Nixon. Il n'y a même pas ça, en fait. Donc qui parle vraiment à Poutine aujourd'hui? Personne. Personne. Donc c'est très important que le président français y aille au mois de mai.
Après, comment combiner la fermeté nécessaire, la dissuasion, montrer au système russe qu'il y a des limites à ne pas franchir, tout en étant capable de parler, de coopérer, éventuellement même de lancer des idées sur la relation à long terme entre l'Europe et la Russie, c'est quelque chose qui pourrait être fait par le président français. Je ne sais pas ce qu'il fera, on verra. Mais personne d'autre ne peut faire ça aujourd'hui. Oui. Donc c'est nécessaire aussi. Et tout en disant et en justifiant, par exemple, d'avoir frappé la Syrie aux côtés de la Grande-Bretagne et des États-Unis, en dépit de l'opposition de Moscou. Oui, mais ça c'est autre chose, c'était tout à fait justifié. Ce n'est pas une opération sur la Syrie, ce n'est pas pour rentrer dans la guerre civile syrienne, ce n'est pas pour régler la question syrienne qui dépend à l'avenir de Russie, Turquie, Iran. C'est pour montrer que dans le désordre mondial, semi-chaotique, où il n'y a plus aucune règle qui tienne vraiment, il n'y a pas du tout encore la communauté internationale dont avaient rêvé les gentils Européens, dire que la prohibition de l'arme chimique, c'est une des seules choses qu'on ne peut pas toucher. Donc c'est une réaction sur ce point. L'opération a été ciblée sur ce point. Et vous avez noté que la Russie n'a pas réagi très violemment, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, je crois, il s'était porté garant d'un accord entre le ministre américain Kerry et le ministre russe Lavrov sur le retrait des armes chimiques syriennes. Donc on peut même se demander si ce n'est pas une entourloupe du régime syrien contre la Russie. Donc un jour ou l'autre, le régime les Russes, c'est ma conviction, trouveront le régime syrien embarrassant. Oui, en attendant, c'est quand même le régime syrien qui est en train de gagner la guerre, là, oui, mais qui est en train de reprendre tous ces bastions, là, en ce moment. Oui, mais c'est fait, ça, depuis longtemps. Il a gagné avant parce que la Russie en a empêché la chute. C'était prévisible, ça. En tout cas, il faut bien dissocier le fait d'être ferme sur la question chimique, même si malheureusement, pour le moment, il n'y a pas unanimité du Conseil de sécurité, et la question syrienne. Ce sont 2 choses différentes. Donc, je crois que la suite des prochaines semaines montrera que ça n'a pas empêché la poursuite du dialogue franco-russe, peut-être euro-russe, et que peut-être ça amène à être considéré avec plus de respect par Poutine. Oui, peut-être. Vous parliez en quelque sorte de ces comptes à rebours, Alors ça, c'est autre livre. Mais comptes à rebours, c'est l'écologie, la démographie. Au fond, vous dites, ce sont des menaces qui surgissent au même moment. Oui. Vous parliez il y a quelques instants d'ailleurs de la menace écologique. On n'a pas réussi à faire revenir les États-Unis dans l'accord climat. Mais au-delà, il y a le choc numérique, il y a le choc démographique. Tout ça arrive en même temps. Tout à la fois. C'est le sens du long texte inédit qui est au début du livre là-dessus. Ça arrive en même temps. Comment on fait ? Or, il y a, d'un point de vue occidental, ce qui est préoccupant, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme à l'œuvre dans le monde qui nous soit automatiquement favorable. Aucun. Ça ne veut pas dire qu'on est sans réponse. Il y a des choses à faire sur chacun des points. Ça affecte plus ou moins les différentes parties du monde. Mais d'un point de vue occidental et européen, c'est quand même compliqué. On a quand même gouverné le monde pendant des siècles. Et ça fait longtemps qu'on a perdu le monopole, mais on s'en rend compte que maintenant. Donc il faut s'organiser autrement. Tout ça se combine de façon explosive. Et je mets en tête, avant même les questions de géopolitique sur lesquelles on a démarré, parce qu'elles sont urgentes là maintenant, le compte à rebours donc démographique. L'Europe va rester stable. Oui, mais alors il y a notamment d'Afrique. Les autres continents vont voir leur population exploser en quantité. Voilà. Et quant à l'écologie, je ne parle pas que du climat, c'est l'accumulation de climat, biodiversité, déchets, etc. Et je ne parle pas de la planète, ce n'est pas la planète, c'est la vie sur la planète qui est en jeu. Donc c'est le mélange de tout ça, et au bout du compte, on doit se dire, mais qu'est-ce que nous, Européens, on est capable de faire par rapport à ça, et rien ne fonctionne si on ne commence pas par être plus lucide. Oui, mais déjà, commencez par en avoir conscience. Oui. Au fond, vous vous dites, l'Europe n'a pas cette conscience, cette lucidité aujourd'hui. Non, elle est tellement préoccupée à se gérer sur le plan interne, les peuples ont décroché par rapport à l'idée européenne. Alors il y a les vrais anti-européens, mais il y a plein de gens qui sont simplement devenus sceptiques, déchus, découragés, qui seraient rattrapables si le projet européen était formulé autrement. Mais ça nous prend 90% de notre énergie depuis 20 ans, ça. Donc on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait au niveau des grands défis mondiaux. Il devrait y avoir une parole européenne, pas simplement les tentatives très astucieuses, brillantes du président français, mais il devrait y avoir une position européenne beaucoup plus forte sur comment on parle avec Poutine, et puis avec les Chinois, avec Trump, etc., etc. Donc là, on voit bien que ça manque un peu, ça. Oui. Il y a un risque que le monde aujourd'hui, donc chaotique, je le redis, parce que même le secrétaire général des Nations Unies dit ça, un monde chaotique. Le monde va finir par se réorganiser. Est-ce qu'il va se réorganiser avec les Européens ou sans eux ? C'est même pas évident, hein. Oui, et au-delà, est-ce qu'il y a une menace autoritaire, en quelque sorte, même y compris en Europe ? Non, je dirais pas ça, en fait. Non, je pense qu'il y a ce qu'on appelle le populisme, c'est à ça que vous pensez, c'est les classes populaires et une partie des classes moyennes qui finalement se détachent du projet parce qu'elles ont le sentiment d'être abandonnées, d'être les dindons de la farce. Dans l'affaire de la mondialisation,
ou de l'intégration européenne. C'est tout à fait possible de répondre à ça. Si les élites, qui depuis 20 ou 30 ans ont trouvé tout à fait méprisables, pour ne pas dire répugnantes, les demandes des gens normaux, on veut garder une certaine identité, on veut garder une certaine souveraineté envers la sécurité, tout en étant pour l'Europe, bien sûr. C'était considéré comme affreux, tout ça. Donc les gens qui ont ce malaise vont voter aux extrêmes. Mais ce n'est pas solide non plus. Ils savent très bien que les extrêmes n'ont aucune solution à rien, en fait. Vous voyez, si on faisait un nouveau Schengen efficace pour maîtriser les flux migratoires, tout en étant plus humain et plus accueillant en ce qui concerne l'asile, oui, pour les gens vraiment en danger, et tout en gérant les autres flux avec les pays de départ et de transit. Bon, il y a beaucoup d'Européens, sauf les anti-européens acharnés, qui diraient « Bon, l'Europe n'est plus une passoire, c'est quand même géré. » C'est ce que fait par exemple en France Emmanuel Macron avec sa loi sur l'immigration. Vous pensez que c'est dans la bonne direction ? Oui, oui, bien sûr. C'est un élément de la réponse. Il y a des tas d'autres choses à mettre en place, parce que ce n'est pas que la France. Il y a plein de choses à faire sur l'harmonisation du droit d'asile, sur comment on traite mieux les gens à qui on donne l'asile, comment on traite bien ceux à qui on ne peut pas le donner, comment on gère ceux qui sont des immigrants légaux sur le plan économique, comment on co-gère avec les pays de départ, genre Afrique de l'Ouest, ou de transit, genre Maghreb, qui n'ont pas forcément envie de se mouiller trop là-dedans, mais quand même, il faut le faire. Bon, il y a plein de choses. Donc la loi qui va être votée là, c'est un élément de la réponse, mais ce n'est pas suffisant. Donc si on fait ça, on répond un peu à une partie du sujet, vous voyez. On ne répond pas sur l'écologie, c'est autre chose. Oui, mais si je reprends le titre de votre livre, c'est sur des chroniques depuis 2013. Avec un long texte inédit. Un long texte inédit. Vous diriez finalement, ces comptes à rebours, ils nous mènent à quoi, finalement ? Sur l'écologie, si on a une politique, c'est le plus dangereux, c'est une politique d'écologisation systématique de l'industrie, de la construction, de l'agriculture, de vous dites, comme on a fait l'industrialisation, il faut faire l'écologisation. Voilà, ça prend 1 ou 2 générations. Si on arrive systématiquement, on peut, disons, arrêter la pendule. On peut. La démographie, c'est plus compliqué, ça dépend moins de nous. Ça dépend très largement de l'éducation des filles et des jeunes femmes en Afrique. Tous les dirigeants africains vous le diront. C'est ça la clé, en fait, pour qu'il y ait la transition démographique. Vous voyez, c'est une autre réponse. Après, il faut gérer les flux. Ça ne concerne pas que l'Europe, ça concerne l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, etc. Après, le numérique, ça peut être absolument génial ou totalement destructeur. Il faut voir si on va garder le contrôle de tout. Enfin, il y a toute une série de tic-tac en même temps. Oui, merci Hubert Védrine. Les tic-tac du compte à rebours, des comptes à rebours, publié chez Fayard, comment conjurer les menaces. On était ravis de vous recevoir aujourd'hui sur TV5 Monde. Merci.